obésité, alerte rouge sur la santé physique de nos enfants. Je vais demander aux 4 intervenants de me rejoindre. On va être maintenant dans des moments d'échange. Asseyez-vous. Dans l'ordre que vous voulez. Moi, je vais rester debout pour bien vous voir et qu'on ait un maximum d'échanges aussi entre nous. Venez vous asseoir. Voilà. Monsieur Salam. Venez quand même nous partager des constats. Ça aurait été pourtant intéressant de partager avec vous des premiers constats, les constats alarmants, mais on va y revenir avec les uns les autres. Docteur Pourchet, on aurait dû là avoir des premiers constats déjà d'un système un peu en faillite, de constats alarmants. Je sais pas, peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous veut reprendre dans ses mots des premiers éléments de constat sur le sujet de l'obésité. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Et alors le constat, c'est vrai que là on a énormément de sujets sur la santé de l'enfance. Moi je suis spécialiste effectivement du problème d'obésité, et le constat pour les enfants en fait c'est quelque chose qui est crié par l'Organisation mondiale de la santé, qui est évidente au quotidien. On a une augmentation continue depuis des dizaines d'années du problème d'obésité. Alors c'est un problème, et c'est surtout une maladie. Alors moi vraiment ce combat il est primordial. C'est-à-dire que on l'a même entendu dans les propos. C'est pas juste un problème d'alimentation. L'obésité, c'est une vraie maladie, comme le diabète est une vraie maladie. Pourquoi on confond ces enjeux-là avec un problème de comportement simple ou relié à une alimentation de mauvaise qualité ou à un manque de volonté ou un manque d'activité physique? C'est parce que on confond les facteurs aggravants et les causes de la maladie. Alors bien sûr, il y a des passerelles entre les deux, c'est plus compliqué que ça, mais ça c'est très très important de faire le constat de l'urgence, de l'augmentation et du danger pour la santé, pour la vie de ces patients, de ces enfants qui sont en souffrance. Et il faut absolument voir le problème comme une maladie. Et donc comme une maladie, eh bien les causes, il faut les travailler. Les facteurs aggravants, il faut absolument les éviter. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire sur l'alimentation, sur le sommeil, sur l'activité physique, sur la gestion des émotions. Il y a énormément de choses à travailler à titre individuel, mais il y a aussi énormément de choses à travailler d'un point de vue communautaire sur les facteurs aggravants. Donc au niveau communautaire, le premier facteur aggravant qui est celui dont on parle le moins, alors là on en parle beaucoup parce qu'on est sensibilisé, mais c'est la discrimination, la culpabilisation vis-à-vis de son comportement, alors que c'est pas une maladie du comportement strict. Donc c'est très complexe et il faut absolument déculpabiliser. C'est la première étape. Et puis, on a des enjeux communautaires avec le marketing qui est fait autour des produits toxiques. Il y a un certain nombre de conservateurs, de produits transformés, et on laisse faire. Et ça, c'est fou. Donc, il y a vraiment des enjeux à la fois individuels et communautaires, et puis des enjeux d'une maladie, donc de traiter la maladie et de la dépister. Donc, on en reparlera peut-être. Je ne vais pas prendre trop la parole. Cette reconnaissance de la maladie, Anne-Sophie Joly, vous êtes fondatrice du collectif national des associations d'obèses. Vous la revendiquez aussi, cette reconnaissance, comme une maladie. C'est au cœur, je crois, de vos actions. 26 ans de combat. 26 ans de combat. Bonjour à tous, je suis contente d'être là, de partager ce moment avec vous. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites, et puis je vais essayer de faire court, et surtout, le but du jeu, c'est d'être interactif. Là, je vois en face de moi, en fait, la fresque de la maladie obésité. Alors, si vous avez l'occasion, sincèrement, là, ça va vous donner l'idée de votre perception de l'obésité et des idées reçues. Donc, n'hésitez pas, je pense que c'est un jeu de cartes, ça paraît bête comme ça. Mais en fait, il y a quand on ne vit pas les choses, évidemment, on est à des années-lumière, parce qu'on se dit, oui, mais enfin bon, il suffit qu'il y a qu'à, Faucon, etc.
Quand vous commencez à vivre une problématique, là, tout d'un coup, vous dites « Ah oui, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. » Et effectivement, sur la problématique de l'obésité, c'est plurifactoriel. Il y a une partie épigénétique, il y a une partie comportement, il y a une partie, effectivement, on parle marketing. Alors, le collectif que j'ai l'honneur, en fait, d'avoir fondé et présidé depuis 21 ans, on a mis un rapport, je suis désolée, on a fait la checklist des rapports, mais la direction de la DGS, donc Direction Générale de la Santé, et le Plan National Nutrition Santé ont confié une mission au collectif et on a fait 2 ans et demi de travail sur effectivement la perception de la discrimination et de la stigmatisation sur la différence corporelle. Donc 2 ans et demi de travail, audition, recherche, rapport classique. Et on a sorti 108 recommandations qui ont été dans des familles. Et effectivement, vous disiez tout à l'heure, madame, quand on ne peut pas aller faire du judo parce que, effectivement, on a émis des propositions sur l'acceptation de cette différence. Et je pense que quand on regarde, en fait, en vous écoutant, et puis on est aussi également, je suis désolée, je suis décousue, mais il y a tellement de trucs à dire, on fait partie, on est signataire de la charte alimentaire à l'ARCOM, donc anciennement CSA. Et en fait, on a été nommé, le professeur Daniel Nizri, qui préside le PNNS 4, a été nommé président du comité de suivi de la charte alimentaire, et j'ai été nommée vice-présidente. Et effectivement, on parlait de TikTok tout à l'heure. On a réussi à les mettre signataires, tous les réseaux sociaux. Parce que moi, je leur ai dit, attention. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a environ une dizaine de jours sur un JT. Alors, je regarde Héloïse, le Skinny-Talk. Skinny-Talk, voilà. Excusez-moi, c'est pas de ma génération. J'ai un peu vieilli. Mais effectivement, ce diktat de si vous rentrez pas dans l'obligation que la société, que machin, des réseaux sociaux vous disent qu'il faut être comme ça, puis pas autrement, vous n'avez pas le droit de vivre, excusez-moi, mais stop. Donc moi, je dis, attention, vous avez signé une charte. À quand potentiellement un procès sur vous mettez en danger la vie d'autrui? Donc effectivement, alors je pousse un peu le bouchon loin, mais en fait, si vous mettez pas le monsieur qui était là tout à l'heure, qui parlait de loi, il a raison, il faut un cadre. Il faut protéger, il faut qu'on se protège. Et il faut aussi, alors il faut Yaka, on est d'accord, mais expliquer finalement les problématiques, les tenants et aboutissants de certaines choses qui sont faites. Parce que finalement, la vulnérabilité, on parlait du marketing, la charte alimentaire travaille également sur la publicité. C'est cette forme finalement de communication, d'influence. Et sur toutes les présentations que j'ai vues depuis qu'on est arrivé, et je suis désolée, mais malheureusement je vais faire qu'un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que l'agenda est un peu blindé, donc après on va partir, mais il faut des solutions. Il faut qu'on travaille tous ensemble à des solutions. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord a priori sur la problématique des constats. Maintenant, notre force, c'est à nous de la monter. C'est à nous à être force de proposition et à trouver des consensus. Il y aura des dissensus. Il faut faire comme à la Haute Autorité de Santé, 23 ans d'expérience à la HAS. Consensus, dissensus, mais il faut absolument que tout le monde se parle et qu'on puisse co-construire. C'est impératif. Et nos enfants, il ne faut pas oublier que nous, on l'a été. Et ce que l'on a vécu, parfois, c'est pas très beau. Et qu'en ça, on parlait de psy tout à l'heure, ne reproduisons pas éventuellement des formes de maltraitance, quelles qu'elles soient. Il faut légiférer, il faut aussi former les professionnels. Frédéric Coutenier, vous êtes pédiatre. Est-ce que les professionnels justement sont assez formés à ces problématiques, à ce qui n'est pas encore reconnu comme une maladie qu'est l'obésité? Bon, merci de m'accueillir. Je ne suis pas professeur universitaire, donc c'est assez compliqué pour moi de dire c'est bien d'être bien formé, pas bien formé, etc. Ce qui est sûr, c'est que dans mon cursus personnel, ma formation autour de l'obésité s'est résumée à, pendant mon cursus normal plus la pédiatrie, rien. Voilà, c'est assez facile. Claire. Donc ensuite, j'ai eu la chance, je fais de la gastronutrition, donc j'ai eu la chance de faire une surspécialité. Et donc j'ai eu une semaine sur l'alimentation infantile, et donc j'ai eu 48
heures à peu près de formation sur l'obésité. Donc quand on fait ça, évidemment, quand vous dites il faut savoir recevoir les enfants, il faut savoir les écouter, il faut savoir comment faire, c'est un peu compliqué. J'avoue que une des grandes difficultés pour nous, c'est de sortir d'une certaine normativité. Ça, c'est compliqué pour nous parce qu'on n'a pas été enseignés comme ça, nous les docteurs. C'est pas tout à fait notre façon de fonctionner. On a plutôt l'habitude de penser qu'on sait ce qu'il faut faire et dire aux gens ce qu'il faut faire. Une grande révolution dans ma pratique professionnelle, ça a été l'éducation thérapeutique du patient, une façon d'aborder les gens un peu différemment, de me mettre à leur niveau et de comprendre c'est quoi leur souhait. Finalement, est-ce que je suis obligé de leur vendre un idéal, ce que font certaines publicités, ou est-ce que je suis plutôt, il est peut-être plus intéressant pour moi si j'écoute quelle est leur demande réelle, quelle est leur envie, sur quoi on peut construire, sur quoi on ne peut pas construire, et surtout les choses que je ne peux surtout pas changer. On parlait de temps depuis tout à l'heure, on parle d'investissement, etc. Je pense que sans renoncer à tout, sur le plan national, sur le plan des dogmes, sur le plan de tout ça, c'est important de faire de la politique publique. Mais individuellement, il faut arrêter de mener des combats qui ne sont pas à mener. On perd tous de l'énergie, ça ne sert à rien. Il faut prendre les gens où ils sont et il faut essayer de les amener là où ils ont envie d'aller. Et je pense qu'il faut qu'on redise aux docteurs ça. Il faut qu'on redise que c'est tout à fait possible de faire ce genre de choses. Anne-Sophie, comment on dit ça aux médecins ? Alors, très modestement, parce que moi je suis une patiente, sauce de patient. Nous, on intervient à la demande du doyen, à la Sorbonne Médecine, Pitié-Salpêt, professeur Hopper, etc., sur les internes, sur les étudiants en médecine, etc. Et effectivement, quand on intervient, je commence par leur dire en fait, comment vous voudriez qu'on se comporte avec vous ? Non, mais truc très con, hein, mais ça commence par ça. Et il est vrai, alors moi je vois la médecine en tant que patiente parce que je suis soignée. Mais il est vrai que vous êtes, et je jette pas la pierre, soyons très clairs là-dessus, et Guillaume le sait très bien, vous êtes formés à être des techniciens, mais des techniciens d'un corps métabolique. Or, si je reparle de l'obésité, et si on parle de la souffrance des enfants, et pas que, parce que des traumas, vous allez pouvoir les traîner sur des dizaines d'années, voire récupérer les traumas intergénérationnels derrière, comprend, et puis on ne sait pas pourquoi, mais on continue à les porter. Puis alors, si un jour vous avez l'audace de dire stop, j'en veux plus, ouf, alors elle, au revoir. C'est finalement soigner les âmes avant de soigner les corps, parce que finalement, parfois, le corps est en réaction à un mal-être d'une âme profonde. Et en fait, réapprendre, et je jette absolument pas la pierre, à écouter. Et là où je vous rejoins complètement sur les attentes des patients, nous, on a des patients qui nous disent, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, je parle d'obésité, c'est d'aller chercher mon enfant ou mon petit enfant, soit au square, soit à l'école. Ça, c'est concret, c'est réel. Et là, en fait, on entame finalement un chemin clinique. Et c'est pas d'arriver à rentrer dans... Je suis désolée, ça va m'agacer, mais dans la robe de Kim Kardashian qui a massacré la robe de Marilyn Monroe. Mais c'est pas ça l'objectif. C'est de se dire finalement, et c'est ce que j'avais dit dans le JT, si d'abord on pouvait se recentrer sur nous-mêmes en se disant, je suis comme je suis, la nature m'a fait comme ça. Il faut que je fasse avec ça. Il faut que je l'accepte et qu'au final, plutôt que d'essayer de ressembler à quelque chose que je ne serai jamais, si je pouvais m'épanouir dans ce que je suis moi, accepter qui je suis moi, et puis être un poil égoïste. Alors en obésité, on est tous sauf égoïstes. On a plutôt des cœurs un peu plus gros que notre volume, et on se dit, mais pensez à nous, se protéger nous, et effectivement essayer d'écarter les injonctions beaucoup multiples et variées.
Merci Anne-Sophie pour tous tes témoignages, parce que c'est primordial. Le soin, c'est la confiance. Et si on n'a pas d'écoute, on ne peut pas soigner. Donc c'est la première marche de la relation de confiance, de l'écoute. Mais là, il y a un enjeu qui dépasse encore le niveau individuel et de l'acceptation de soi. C'est-à-dire on est face, pour ce qui est de l'obésité et du diabète, d'ailleurs c'est assez semblable, mais en plus compliqué pour l'obésité, eh bien on est face à une maladie qui tue les gens, une maladie qui se transmet aussi. Ça, c'est des notions qu'on n'évoque pas bien. Je parlais des causes. Les causes, c'est pas l'alimentation en tant que telle, c'est un facteur aggravant. Les causes, elles sont d'ordre épigénétique, génétique. Alors ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, mais c'est cette grande notion qu'on a découvert il y a maintenant 25 ans à peu près. On sait que on peut mettre des marque-pages dans son livre génétique et le transmettre à ses enfants ou pas. Alors il y a des transmissions de conflits familiaux dont on n'a aucune connaissance. Il y a des données, la science. Alors le médecin ne détient pas la vérité, mais il a une relation aux scientifiques, à l'individu. Donc il est quand même au carrefour de choses qui lui donnent une mission de conseil et de traitement. Et donc le côté génétique, il est là. Et ce côté génétique, il se transmet. Donc quand il y a des études, notamment une étude canadienne, qui a été une révélation. C'est-à-dire qu'ils ont pris une cinquantaine de mamans qui étaient enceintes en situation d'obésité très grave, sévère, et ils ont analysé les marqueurs du diabète et de l'obésité. Et on a eu une transmission à 100% à leurs enfants. Quand ces mamans ont été prises en charge avec des traitements, et qui étaient des traitements chirurgicaux, mais ça fait partie des traitements de la maladie, eh bien, la maman déjà, elle perdait les marqueurs, autour de 70% qui disparaissaient, et elle transmettait seulement 30% de ce qui lui restait. Donc vous voyez, en fait, le problème de l'obésité infantile, mais de toute la chaîne, et particulièrement de l'enfance, parce que ça augmente beaucoup plus vite, 2 fois plus vite que chez les adultes, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on ne traite pas assez les gens. Et donc, il y a un mécanisme d'effet boule de neige qui fait qu'il y a une transmission via le mécanisme épigénétique, mais il y a le microbiote, les bactéries qu'on a dans son tube digestif qui interviennent aussi. Il y a dans les causes, il y a des causes d'ordre hormonal, il y a aussi des causes traumatiques, psychiques. Ça, c'est un point, tu l'as un peu évoqué, mais c'est une vraie cause. Un viol, une situation de traumatisme, une guerre, un décès, enfin, ces situations-là vont dérégler votre machine corporelle et déclencher, avec d'autres facteurs, la maladie obésité. Donc vraiment, la maladie obésité, c'est vraiment une maladie, c'est pas une faute. Donc ça, il faut qu'on fasse tomber ces dogmes complètement aberrants. Et puis pour moi, l'urgence, c'est le dépistage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je peux vous donner des chiffres, mais c'est des chiffres sur des panels de population qui, sont ce que... Et on a à l'école, on pourrait dépister tous les enfants qui rentrent à l'école. On a l'indice de masse corporelle qui n'est pas parfait à titre individuel, mais qui permet de dire... Oh là, alerte, là, il faut aider, il faut déculpabiliser et il faut traiter quand c'est nécessaire, avec son accord, bien sûr. Docteur Coutenier. Ouais, moi, je pense qu'il y a 2 sujets dans ce que vous venez de dire. Alors, le dépistage à l'école, etc., on l'a fait un peu, nous, dans les Hauts-de-France, puisque je suis originaire des Hauts-de-France. On a mis en place... avec la Caisse nationale d'assurance maladie, MRTC, Mission Retrouve ton Cap, etc. Ce qui est un peu compliqué, c'est parfois dans le collectif parce que c'est un peu stigmatisant. Donc c'est un peu touchy comme façon de faire. Je reviendrai quand même à l'amont sur les déterminants. Je pense qu'on oublie de citer un déterminant qui est important, au-delà de la génétique, autant de l'alimentation, etc. C'est la normativité de notre société. C'est-à-dire que on est en train d'apprendre de façon régulière à nos parents, je le vois en maternité, je le vois chez les petits-enfants, que leurs enfants doivent manger tel type d'alimentation, tel volume d'alimentation plus que tel type d'alimentation, avec des systématisations de comportements qui sont, si votre enfant pleure, c'est probablement qu'il a faim, donnez-lui à manger. Et ensuite, on se rend compte que on a des comportements de réassurance dans l'alimentation, etc. C'est-à-dire qu'on a appris des choses à nos enfants, on les a modelés d'une certaine façon, on a créé des situations, et on a oublié de dire aux gens, attendez, c'est comme si je disais, une voiture, ça fait 5 litres au 100.
Ça fait forcément 5 litres au 100, ça peut pas faire 4 litres au 100, ça peut pas faire 6 litres au 100, ça fait forcément 5. Et comme on a une normativité qui est en général pour les apports journaliers recommandés, qui est pour couvrir la majorité de la population, 97% de la population, on surcharge déjà une bonne 40% de la population. Donc on a oublié de dire aux gens que c'est pas la norme qui crée leur enfant, c'est on regarde leurs enfants, on regarde comment ils fonctionnent et on s'adapte à eux. On va donner des repères, sinon les gens sont perdus, c'est normal, ça c'est notre rôle, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on ne peut pas dire à une maman, votre enfant il fait 5 kilos et donc il doit manger entre 500 et 750 ml de lait par jour. Et c'est ce qu'on fait systématiquement. Et ça, c'est une grosse source de difficulté, parce qu'après les gens sont évidemment perdus. Et les enfants, quand on leur demande de dire il faut que tu manges quand tu as faim, mais ce petit loup il sait plus quand il a faim en fait, on lui donne à manger quand il a pas faim, on lui dit que c'est l'horloge qui lui dit quand est-ce qu'il doit manger, quand est-ce qu'il doit pas manger, ce qu'il doit manger, ce qu'il doit pas manger. Faut arrêter cette catastrophe. Complètement d'accord avec vous. Par contre, on l'a évoqué, pour moi c'est un facteur aggravant ça. C'est pas c'est une cause. Dans le diabète, tout le monde sait que c'est pas parce que vous avez mangé du sucre quand vous étiez petit que vous avez du diabète. C'est pas une cause, c'est un facteur aggravant. Eh bien, ces éléments-là, ils sont essentiels et ça fait partie de la discrimination, la normativité. Donc, c'est pour moi, c'est des facteurs aggravants communautaires qui doivent être, bien sûr, lutter. Après, la réassurance dans l'alimentation, je pense que c'est lié à l'être humain. C'est-à-dire que la première angoisse de la vie, c'est respirer, on ne s'en rend même pas compte tellement c'est essentiel. Et deuxièmement, c'est manger. Boire d'abord et manger. Je suis d'accord. Donc, ça, c'est vraiment c'est notre relation au vivant. Donc, c'est tout à fait naturel d'être réassuré par l'alimentation. Mais la réassurance alimentaire, elle va poser un problème si on dit qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est-à-dire que quand on culpabilise les gens qui utilisent la réassurance alimentaire et on dit, tu vois, si tu veux te sécuriser, tu peux manger, mais après, il faut quand même que tu manges des bonnes choses. Il faut que tu manges vraiment ton repas, etc. J'ai plus faim, j'arrête de manger, point barre, terminé. Il n'y a rien d'autre à faire. Oui, d'où la complexité entre et tous ces éléments. Est-ce que les marqueurs sociaux aussi, dans ces déterminants, ont une place importante ou pas? C'est histoire de poser une question qui est souvent dans la tête, ou pas. Comment? C'est l'éléphant dans la salle. Oui, les marqueurs sociaux, tout le monde va avoir un regard sur vous, mais est-ce que les gens se regardent eux-mêmes déjà? J'étais un peu cash, mais on critique tout le monde, mais commencez déjà par est-ce que déjà vous êtes bien dans vos pompes en fait? Donc c'est déjà ça l'idée, parce que généralement, on va pas faire de la psy, mais les gens qui commencent à vous flinguer gentiment, c'est peut-être que eux déjà sont déjà pas bien avec eux-mêmes. Donc bon voilà, généralement ça je m'amuse sur le truc, mais oui, la société, et puis plus ça va, et effectivement il y a une accélération avec les écrans, tout le monde donne son avis sur tout, même si finalement ils sont absolument pas calibré pour donner un avis, et en plus généralement il n'est pas très bienveillant, donc ou alors il pense être bienveillant mais ça fait tout l'inverse. Donc il faut essayer, alors je dis bien essayer, mais il faut acculturer la population et toutes les tranches d'âge sur finalement ce que vous allez percevoir de l'extérieur. Il y a à prendre et à laisser, que ça soit la télé, que ça soit les médias, que ça soit les réseaux sociaux. Il y a un code à connaître. Mais si on ne vous donne pas ce code, c'est là où est le danger. C'est que finalement, vous allez tomber tête bêche dedans. Donc, et lorsqu'on est vulnérable, on parlait de vulnérabilité, lorsque vous êtes un enfant avec votre niveau socio-culturel, la famille que vous n'avez pas choisie, qui est la vôtre, celle qu'il faut que vous vous recomposiez, essayez de trouver, effectivement, on parlait de tuteurs, de parents, d'images, qui vont être un exemple. C'est tellement fondamental. Et que vous faites, vous bricolez avec ce que vous êtes et ce que vous avez. Et après, finalement, il y a votre personnalité qui va faire que vous allez dépasser ou pas, que vous allez vous battre ou pas. Et ça, je pense qu'il faut récupérer. Et je fais un vœu, je sais qu'on est loin de Noël, de la bienveillance. Mais excessivement de la bienveillance. Et que si on pouvait déjà avoir un seul vœu, c'est d'être bien dans sa peau et s'occuper de son bonheur. On s'occupe d'abord de ses poules, d'ailleurs j'en ai mis là, et puis après on s'occupe des poules des autres. Et encore, est-ce qu'on a besoin de ça?
le premier soin, il est psychosocial, si vous voulez faire un gros raccourci personnel et sociétal. Faire les choses simples, être authentique, et puis arrêter d'aller regarder dans la gamelle du voisin. Alors sur les chiffres, c'est vrai qu'il y a, c'est toujours aussi stigmatisant, on a les familles de cadres et les familles d'ouvriers, mais il y a globalement pour 2 fois plus d'incidence d'obésité dans les familles ouvrières, entre guillemets. Donc le constat, il est scientifique, on le sait. Après les causes, hyper compliqué. Anne-Sophie a évoqué un versant immense, mais il y a aussi des causes probablement épigénétiques. Je vous l'ai dit, c'est-à-dire que des familles qui, historiquement, dans leurs ancestralités, ont connu la souffrance, eh bien, il y a une sélection de ceux qui résistaient en mangeant très peu et qui mettaient beaucoup en réserve. Et donc, là, il y a aussi une constitution mécanique, génétique, de ce que l'on est. Donc, c'est tout à fait passionnant. Il y a énormément d'interventions dedans, dans cette maladie qui est très, très compliquée, avec des facteurs aggravants qui restent que des facteurs aggravants, parce que c'est tout de suite stigmatisant. Moi, l'IMC, je le défends corps et âme, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas meilleur outil de dépistage et qu'on est face à une maladie qui fait mourir les gens. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec quand même, on ne peut pas dire. Ça fait mourir. Alors ça fait mourir moins vite, que le cancer. C'est vrai, le cancer, on meurt en quelques mois, quelques semaines. Mais ça dépend des cancers, mais oui. Et ça dépend des cancers. On a eu le Covid. Hein. Mais ça, c'est très important aussi de voir la réalité, parce que nos sociétés humaines en général, ça touche le monde entier, est en danger. Et aujourd'hui, par exemple, même en France, où on est assez avancé dans la prise en charge thérapeutique, on ne soigne que à peine 4% des gens qui devraient être soignés. C'est-à-dire qu'il y a 96%. Et pour moi, l'urgence, c'est de déculpabiliser, bien sûr, de dépister les malades, et puis de les soigner. On a tout. On a des recommandations HAS excellentes. Il y a des travaux qu'Anne-Sophie et on mène tous de très grande qualité. Et pourtant, on ne soigne pas assez parce que la maladie est stigmatisante, et même nous soignants, elle n'est pas reconnue. Et donc, en plus stigmatisée, il y a un flou autour d'elle. Même nous soignants, on a un peu peur de dire à quelqu'un, t'as une maladie. Mais non, il ne faut pas en avoir peur, c'est notre mission. Donc là, je me bats pour ça. Et puis, l'autre élément autour de cette maladie, c'est que il faut vraiment pouvoir la déculpabiliser. Le traitement chirurgical, c'est ça que je voulais dire, il est stigmatisé lui-même. Le traitement qu'on a à disposition, il y a les médicaments qui arrivent pour les enfants, par exemple, pour les adolescents, les pédiatres le savent très bien. On dépiste, on voit, et qu'est-ce qu'on fait ? C'est très compliqué. On donne des conseils diététiques, on sait que ça marche pas. C'est pas les bons, parce qu'on est vite stigmatisant, on est vite culpabilisant. Donc c'est très compliqué. C'est pas le traitement, c'est juste une amélioration des facteurs aggravants. Et le traitement, au jour d'aujourd'hui, on envoyait quasiment dans des centres spécialisés. Et donc c'est quasiment des centres d'enfermement des enfants. C'est très compliqué. Et donc les nouveaux médicaments donnent un espoir pour cette tranche de population, mais il ne faut pas avoir peur aussi d'autres traitements dans les formes très graves, bien sûr avec un cadre qui est parfaitement contrôlé aujourd'hui en France et maîtrisé. Anne-Sophie. Juste avant de repasser la parole à notre ami pédiatre, vous êtes d'où dans le Chenôme ? Je suis à côté de Lille, au moins. Ouais. Je suis de Calais. Voilà. On se retrouve. On est entre ch'tis ici, donc non, désolé. Il y a effectivement plein de choses. Quand on venait ici pour vous rejoindre, on a eu un appel de l'ANSM. Donc, redis-moi, Agence nationale de sécurité du médicament. Donc, il y a des infos qui vont tomber là très rapidement sur la prise en charge. Les chemins cliniques, lorsqu'on est médecin et lorsqu'on est pédiatre, c'est la connaissance des chemins cliniques et des choix thérapeutiques. Et c'est pas simple. Et en obésité, je le redis, c'est 18 pathologies associées. Le Covid a été la 19e. 2 chiffres. 40% des gens qui sont décédés sur des cohortes nationales et internationales, c'était des gens qui étaient en surpoids et en obésité. Qu'importe l'âge et qu'importe la taille de la problématique de poids. 47% des gens en réa, c'était les mêmes. C'était nous. Donc, effectivement, l'obésité, c'est pas juste on a une circonférence de taille de vêtements plus grand. C'est 19 pathologies, c'est la 4e cause de mortalité dans le monde, c'est une sortie sociétale des individus. Je ne vais pas faire mon Calimero du matin parce qu'on est des combattants, on est quelques-uns là dans la salle qu'on connaît très bien.
Mais c'est de ça. On a besoin finalement de trouver des solutions. Alors, j'entendais tout à l'heure Enfants Grande Cause 2026. On se met sur les rangs. On demande aussi l'obésité Grande Cause 2026. Et on a eu l'occasion de faire donc, le colloque du 3 mars dernier, la veille des Journées mondiales de l'obésité au ministère de la Santé, avec le soutien du ministère de la Santé et sous le haut patronage du président de la République, où on va bientôt mettre sur notre site internet, donc cnao.fr, j'en profite, je fais un peu de pub, la synthèse de cette journée de travail, et donc sera axée, ainsi que le rapport qui est déjà en ligne, que vous pouvez retrouver sur des solutions pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation. C'est l'inclusion de tous. Et je suis d'accord avec la jeune fille, il faut qu'on vous écoute. Elle me regarde dans un... De quoi on me parle? Tu as raison. Enfin, si je peux me permettre de tutoyer, tu as complètement raison. Et nous, c'est ce qu'on dit. C'est pas sans, c'est avec. Et la réussite se fera que si on travaille avec les autres, avec tout le monde, et pas uniquement descendant dans son coin en disant « Moi, je suis un sachant. » Sachant de quoi? De ton périmètre. Tu sais pas ce que les autres vivent. Il est là, l'intérêt. Merci. Redire quand même, parce que je peux pas dire autre chose que ce que vous dites, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il y a quand même une particularité pédiatrique. L'obésité est une maladie, je suis complètement d'accord avec ça, c'est une maladie de surcharge, donc c'est-à-dire c'est une accumulation en fait, et donc par définition la pédiatrie est un temps évolutif, et donc du coup dans le cadre préventif, ce que vous dites, on peut voir les choses arriver, c'est-à-dire je suis désolé d'enfoncer une porte ouverte, mais ça n'arrive pas qu'un enfant se lève le matin avec 80 kilos de plus. Ça n'arrive pas, ce n'est pas possible. La deuxième chose qu'on ne dit jamais, c'est comment on fait pour prendre 1 kilo. Comment on fait pour prendre 1 kilo en termes de proportion. Prendre 1 kilo, c'est stocker environ 6 à 7 000 calories. Si je m'arrête là, les gens ils disent « Ah ben on a raison de penser que les gros sont gros parce qu'ils bouffent n'importe comment. » Vous rapprochez un peu du micro. Pardon. Et en fait... Je me dis, attendez, on va essayer de se détendre un peu quand même, avant de dire des conneries pareilles. Un yaourt nature, hein, tout le monde trouve ça super bien et tout, c'est bien, un yaourt nature, bon, c'est 100 kilocalories. Donc, prendre 1 kilo, c'est stocker l'équivalent de l'énergie contenue dans 60 yaourts. Donc, on a raison de dire, les gros mangent trop, 60 yaourts, vous vous rendez pas compte, etc., c'est n'importe quoi. On n'a pas raison. Sauf qu'en réalité, c'est pas en une seule fois et vous prenez pas 1 kilo en une journée. Et donc, si vous entendez par exemple des conseils, vous allez pouvoir me reprendre, j'ai pas de souci avec ça. Mais bon, je sens qu'il y aura du retour. Non, mais c'est pour frapper les esprits. Juste, quand on dit il faut manger 3 produits laitiers par jour et que votre enfant mange pas 3 produits laitiers par jour, que vous en rajoutez un 3e pour suivre une norme et que votre enfant a la malchance, entre guillemets, d'être prédisposé à pouvoir stocker cet excédent énergétique. Parce que c'est ça qui est essentiel. Et bien cet enfant qui va prendre 60 yaourts, parce qu'il va prendre 1 yaourt de plus par jour, il va prendre 1 kilo. Il va prendre 6 kilos sur une année et il va prendre 60 kilos en 10 ans. D'accord ? Maintenant, je vous laisse me dire que... Non, c'est pas pour ça sera la réponse, et puis après on prendra quelques minutes d'échange avec la salle. C'est un point, je pense, essentiel. C'est-à-dire qu'il faut faire tomber les préjugés de surcharge. C'est une erreur, c'est faux, c'est complètement faux. C'est une maladie beaucoup plus compliquée. On l'a évoqué avec le Covid. Il y a des éléments immunitaires, il y a des éléments inflammatoires, il y a des éléments microbiotiques, il y a des éléments hormonaux, des sécrétions d'hormones. C'est hyper compliqué. On ne la connaît pas bien, cette maladie. Et c'est une vraie maladie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste votre comportement ou votre volonté ou votre éducation. Ça, c'est encore pire, hein, parce que souvent, moi aussi, c'est quelque chose qui me choque toujours de se faire le constat du niveau social, entre guillemets. Tout de suite, ça stigmatise, alors que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vraiment la première marche, et Anne-Sophie se bat depuis plus de 30 ans pour ça, et moi aussi, depuis que j'ai pris conscience de l'enjeu, eh bien, il faut reconnaître cette maladie en tant que telle. Il y a des enjeux, par exemple, en France, qui est un pays merveilleux au niveau de la santé, eh bien,
bien, il n'y a pas d'ALD, d'affection longue durée, attribuée à cette maladie chronique. Alors que l'hypertension, là, alors que plein d'autres... Donc ça, c'est une marche très importante parce que ça va permettre de mieux soigner. Quand vous avez une obésité très sévère, vous avez besoin d'un suivi diététique, vous avez besoin d'un suivi psychologique, vous avez besoin de vitamines, et bien ça, c'est pas remboursé parce que c'est pas reconnu comme une maladie. Donc il y a beaucoup de choses et c'est une première marche pour pouvoir avancer dans la reconnaissance. Et quand on la reconnaît, et bien là, on a les outils pour la déculpabiliser et la soigner. Parce que l'urgence, c'est de soigner. Au niveau mondial, on va voir encore dans les 30 ans, 40 ans, une augmentation parce qu'on a déjà pris du retard. Donc il y a vraiment un enjeu majeur autour de tout ça. Juste pendant que les questions chauffent dans la salle... Préparez-vous, c'est votre moment. Jetez-vous sur les micros. Nous, ce qu'on veut, c'est de la réglementation sur la transformation de l'alimentation. Parce qu'effectivement, quand vous regardez, il y a du sucre partout. Mais partout. Vous mangez quelque chose de salé, il y a du sucre. Et effectivement, ça, c'est intolérable. Donc, sel, sucre, gras. Donc là, je re-PNNS... Enfin, il faut taper Bruxelles et il faut taper l'international. Donc ça, il faut absolument qu'on sache ce que l'on mange et sur quelle quantité. Parce que lorsque vous dites, je mange un tout petit truc, et en fait, vous mangez une bombe énergétique qui n'a pas d'intérêt métabolique. Et ça, moi, ça passe pas. Alors ça, c'est terrible parce que bon, l'alerte, c'est on cible le sucre depuis très longtemps, mais le sel, c'est probablement plus dangereux encore que le sucre. Ce qui est terrible, c'est que ce sont des drogues. Et comme des drogues, plus on en a, plus on consomme, plus on monte sa dose. Et donc plus on vend. Et donc les industriels, eux, ils sont de bons capitalistes. Ils veulent vendre, ils veulent du bénéfice, donc ils augmentent les taux, tout simplement. Et donc là, c'est au pouvoir public, au niveau réglementaire, de mettre des barrières contre des produits toxiques qui sont en relation avec la mort. Notamment, probablement, l'espérance de vie, elle a augmenté très rapidement au 19e siècle grâce à la conservation, et enfin plus au 20e siècle, à l'arrivée des réfrigérations, parce qu'il y a eu moins de sel dans la consommation. Donc c'est des choses toutes simples. Toutes basiques. Donc ça, c'est vraiment des enjeux qui sont très importants, mais qui sont seulement des facteurs aggravants de la maladie, seulement des facteurs qui vont révéler des situations. Mais ça, c'est un des mots-clés, la différence entre cause et facteurs aggravants et reconnaissance de la maladie. Je pense que c'est deux des mots-clés, et aussi des stigmatisations, c'est le troisième. Est-ce qu'on a une ou deux questions, réactions dans la salle ? Rapidement, ça permet, je vois là-bas, rapide si possible pour qu'on puisse passer après à la session suivante, mais je pense que c'est important aussi d'avoir les partages croisés. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde qui était extrêmement intéressante. Je suis complètement d'accord avec beaucoup de choses que vous avez citées. Par contre, dans les déterminants et dans les causes, il y en a une qui n'a pas été citée. Et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, ce sont les facteurs environnementaux. Moi, je suis spécialisée en santé environnementale. Je forme les soignants. Je suis moi-même soignante et nutritionniste. Et en fait, voilà, on les cite pas. Et ils font partie des causes, notamment de l'obésité, du diabète, maladies chroniques, etc. Et les professionnels de santé, les professionnels de la petite enfance ne sont pas suffisamment formés. Les 1000 jours ont été cités 10 000 fois tout à l'heure, mais on n'a jamais parlé de ce volet de la santé environnementale et j'aimerais vraiment beaucoup que ça ne passe pas inaperçu parce que c'est une vraie grande cause aussi qui est à l'origine de probablement beaucoup de choses. J'ai écrit un mémoire avec un endocrinopédiatre sur ce sujet de l'obésité infantile et des perturbateurs endocriniens que je peux tenir à votre disposition si ça vous intéresse, parce qu'on a constaté en fait que les pros, notamment même dans les spécialités de prise en charge de l'obésité, ne sont pas formés et donc ne délivrent pas forcément des messages en cohérence avec ces risques-là. Réaction rapide pour laisser un peu de place aux questions suivantes, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui veulent nous envoyer des trucs pour le collectif, c'est contact@cnao.fr. Voilà. On est à 2 ou 3 dessus, donc pas de souci, on prend. Effectivement, c'est un des sujets. Le collectif travaille depuis janvier 2018. On a été nommé au CNA, le Conseil national de l'alimentation, qui est une instance interministérielle sur laquelle vous avez le ministère Agriculture, Alimentation, Santé, Écologie, Finances. J'en fais partie aussi. Voilà. Et effectivement, c'est les perturbateurs, la pollution aussi. La pollution.
Et là, j'ai envie de vous dire, ça fait partie de l'ambition, de mes rêves, de ma petite hauteur d'humaine, de citoyenne. C'est si on réussit un jour à voir la grande cause, c'est de pousser dans cette interministérialité transverse impérative. Mais on va faire couiner des mâchoires, mais il en va de notre devenir humain à tous les niveaux. Je vous remercie très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Je termine. En fait, je suis également présidente de l'association Cantine sans plastique et on parlait d'équité sociale. En fait, il y a énormément de cantines dans lesquelles les enfants ne mangent pas des aliments corrects, mais encore pire, qui sont stockés et réchauffés dans du plastique et qui donc vont délivrer des perturbateurs endocriniens tous les jours. Et on sait qu'à cette période-là de la vie, on est vulnérable et c'est l'exposition qui fait le poison et non pas la dose. On a un élu local qui pourra peut-être réagir sur le sujet d'une nourriture scolaire plus tard. On l'a un peu évoqué quand même, ça fait partie des facteurs aggravants. Alors on ne peut pas tout citer, toute la liste, il y en a tellement. Il y en a un qu'il faut citer aussi, c'est les édulcorants. Ça, on a des données scientifiques maintenant aujourd'hui et on fait croire encore que le zéro sucre dans le yaourt, c'est mieux que du sucre. Donc c'est beaucoup plus toxique en fait. Donc c'est des édulcorants à forte dose. Donc vraiment, il y a un combat qui est immense sur les facteurs aggravants de la maladie. Mais les causes sont plus complexes. Et puis l'urgence, c'est le traitement, on l'a répété. Madame. Oui, bonjour, Safia Guéréchi. Donc, nous, on est infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc, évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Je remercie l'intervention présente parce qu'effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je voulais intervenir sur le dépistage. Mais je pense que le rôle de l'école, et là, je ne suis pas tout à fait du même avis d'Adrien Taquet, c'est aussi d'éduquer les élèves et de participer à la non-stigmatisation, y compris dans l'école et dès le plus jeune âge. Et donc, il faut des personnels de santé dans les établissements scolaires pour impulser cette dynamique-là. C'est un premier lieu de vie et de sociabilisation. Mais sur les causes environnementales, on a tendance justement à aborder les choses sur les conduites individuelles. Et je pense qu'il faut effectivement des lois pour protéger les élèves, pour protéger les enfants et pour impulser une dynamique plus favorable dans la société. Je voudrais juste avoir votre avis et vos interventions parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu des députés et vous avez abordé l'importance du dépistage. Il y a des députés qui sont intervenus en demandant à ce qu'on pèse et qu'on mesure tous les enfants en classe de CE2. Nous, on pense que c'est une mauvaise mesure. Parce que là, on est sur des dépistages secondaires. Nous, on fait de l'action prévention primaire. Et les élèves, et on les voit et on le fait à 6 ans, les élèves et leurs parents n'attendent pas qu'une infirmière de l'éducation nationale vienne les peser, les mesurer en chaîne dans l'école. C'est contre-productif et c'est aussi stigmatisant. J'aimerais avoir vos avis sur cette question. Avant de vous laisser répondre, on va tout de suite donner la parole à Gilles Noël. Comme ça, vous pourrez réagir aux deux propos en même temps. Et ça sera le mot de conclusion de notre session. Juste une question pour le pédiatre. Vous avez fait une opposition entre ouvriers et CSP+, même, mais entre guillemets. Non, vous l'avez fait. C'est un raccourci rapide, mais oui. Il a assumé. Non. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir la chute que je vais faire par rapport à ça, si vous permettez. Et vous avez fait un lien avec l'espérance de vie. Et du coup, je voulais savoir s'il y a des travaux qui se sont engagés autour de ces réalités de l'urbain et du rural. Puisqu'aujourd'hui, un gamin qui est né en milieu rural, il a 2 années d'espérance de vie en moins, en moyenne, qu'un gamin qui naît en milieu urbain. Bien évidemment, il y a les terminaux. Alors, Gilles Noël de l'Association des maires ruraux de France, qui interviendra dans la session suivante. Voilà. Moi, ce que j'allais dire, moi, je suis chirurgien. Chirurgien, pédiatre. Et on a tout le panel. Voilà. Après, peut-être pour vous répondre, c'est vrai que moi je défends ce dépistage et le principe il faut le faire. Après la manière, la forme, évidemment, si on se met en chaîne avec toi
ou le service militaire des années 50, tous tout nus et tout ça. Enfin non, voilà, c'est-à-dire que bien sûr qu'il ne faut pas faire ça. Mais le principe, il est primordial. On a un outil de dépistage. Même dans mon dossier santé, mon dossier personnel santé, ça va être des outils fantastiques. On va pouvoir connaître, faire un état des lieux de ces mesures toutes simples. Par rapport aux différences, alors bien sûr, je voulais surtout pas déjà les mots ouvriers, mais c'est vrai, toutes ces problèmes. Alors c'est le problème des statistiques. Hein, on va vous tirer des conclusions. Les gens à la campagne, non. En fait, c'est des enjeux beaucoup plus compliqués, mais il y a un constat, c'est que l'incidence de l'obésité, elle est plus importante. Il y a des pathologies qui sont plus importantes dans certains milieux, dans d'autres. Alors pourquoi ? C'est très compliqué. C'est pas seulement du comportement. Encore une fois, je remartèle parce que je l'entends dans les propos à chaque fois. On met voilà, l'alimentation, les facteurs environnementaux, c'est des causes, des déterminants. C'est des facteurs aggravants. Ne nous trompons pas. Une maladie, il y a des causes et il y a des facteurs aggravants. C'est pas pareil parce que sinon on culpabilise de fait la personne qui fait et qui. Donc ça, c'est très très important. De la quantification tout à l'heure, et je suis désolé, j'ai été maladroit probablement, mais la quantification, elle est importante parce que la plupart des gens, ils pensent que s'ils ont des problèmes de poids, et on doit travailler sur la représentation probablement, mais c'est parce qu'ils ne mangent pas correctement, ils ne font pas du sport. C'est ce qu'ils pensent. Et deuxièmement, que s'ils doivent faire des choses, ils doivent faire beaucoup de choses. Et en fait, c'est pas des grosses choses, en fait. Là, dans les facteurs aggravants, c'est pas des grosses choses en fait. 100 kilocalories par jour, c'est pas des grosses choses en fait. Il faut arrêter de dire aux enfants qu'ils doivent avoir faim pour maigrir, etc. C'est de la foutaise, c'est de la folie. Après, qu'on règle un enfant qui est né à retard de croissance intra-utérin et qui a donc eu pendant 9 mois à mettre en place des métabolismes particuliers, d'extraction énergétique pour survivre, forcément que celui-là, pour le corriger, c'est compliqué. On est d'accord, mais n'empêche que il y a quand même la loi de Pareto, quoi. Il y a le 80-20, quoi. Il y a un moment, il faut passer des messages simples pour qu'il y ait 80% des gens qui puissent faire les choses au mieux pour eux. Anne-Sophie, une réaction, ça sera le mot de conclusion. Je réponds très rapidement aussi sur la partie à l'école. L'école, elle est fondamentale. Mais alors, quand je vous dis fondamentale, je crois que je ne suis pas assez volumineuse pour vous le crier, tellement c'est important. Par contre, si vous avez des pistes pour travailler avec l'éducation nationale, je suis preneuse. Parce que, alors, en termes de frein, c'est aussi fondamental que le reste. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'effectivement, je ne sais pas les députés avaient quelque chose en tête. Il faut quand même savoir qu'on a besoin d'avoir des photographies à l'instant T de l'état de santé de la population générale, qu'importe l'âge. Parce que là, l'obésité, aujourd'hui, on est à 17-18% de la population en obésité. Dans 5 ans, l'OMS nous dit qu'on sera à 29%. Dans 5 ans. Alors, que en obésité, pour rajouter le surpoids. Avec effectivement une problématique de pathologie multiple à côté, avec un système de santé qui est aux abois total, et avec des médecins qu'il faut qu'on duplique et qu'il nous faut 10-15 ans pour avoir un professionnel de santé. On va dans le mur, à tous les niveaux. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est on fait quoi ? Et effectivement, si les députés ont dit il faut mesurer, il faut, etc., je pense qu'il faut qu'ils aillent plus loin. C'est de la com, ça. Il faut aller plus loin dans ce qu'on a dans la tête. C'est comment on peut préserver nos enfants, comment on peut anticiper, comment... Et ça a été parlé, ça a été dit tout à l'heure, la prévention, c'est pas un gros mot, la prévention. Il faut s'y mettre, politiquement parlant, pour l'état de notre population, il faut absolument faire de la prévention sur des choses simples, factuelles, transparentes et vulgarisées. Alors, ça aurait fait une belle transition avec la session suivante, mais on va quand même donner la parole à Mme Poulet. J'ai une question et je trouve que merci beaucoup, c'est passionnant les échanges. C'est vrai que, comme dire, on parle beaucoup de l'école. En France, on a encore des enfants qui sont en situation de handicap, qui sont accompagnés dans les établissements médico-sociaux. Quel programme de prévention ? Parce qu'on a aussi des enfants qui peuvent être concernés. Et moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment, en fait, on ne catégorise pas et on va. Donc, est-ce que vous avez déjà travaillé sur ce sujet-là ? Quel support adapté ? On a aussi des enfants qui ont des troubles du développement intellectuel. Donc, comment on adresse, en définitive, ce message d'urgence ? J'entends parfaitement ce que vous dites. Est-ce qu'il y a des ponts qui sont
qu'on fait entre ce que vous menez aujourd'hui comme combat et par exemple le combat que mène par exemple aussi la fédération Prader-Willi, où on est là pour le coup aussi sur des situations qui sont très alarmantes, et peu de choses en définitive. On a l'impression qu'aussi des professionnels en fait catégorisent un petit peu entre ceux qui sont Prader-Willi, ceux qui ont une obésité, etc. Comment est-ce que vous, en tant que professionnel, vous abordez ces questions-là pour que toute la population puisse être concernée à un moment donné par vos messages Voilà. En réponse très très rapide, s'il vous plaît. Très bref et un peu corporatiste. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait toujours un pilote, quoi. Et en fait, la difficulté, je suis spécialiste, je suis pédiatre, et j'ai la grande spécialité d'être comme mes collègues généralistes, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir être pilote. C'est-à-dire que les enfants qui sont ultra suivis, par exemple les Prader-Willi, ils sont super bien suivis par des super extrêmement bons spécialistes de leur maladie, mais on ne regarde pas tout le reste. Donc il faut continuer à dire aux gens, c'est pas parce que vous êtes extrêmement bien suivi par quelqu'un, il faut arrêter de couper les gens en tranches. Il faut toujours qu'il y ait quand même des coordinateurs, que ce soit les parents, que ce soit un agent de santé, que ce soit un docteur, mais il faut qu'on continue à regarder les gens en globalité. Merci beaucoup. Une dernière question-réaction. Moi, c'est 2 remarques très simples. Vous avez évoqué le problème scolaire, en particulier des médecins scolaires. Il y a quand même un pool je suis bien placé pour le savoir, vu mon âge avancé, c'est celui des médecins retraités. Je peux vous assurer que pour pouvoir postuler à des vacations de médecins scolaires, je pense Ubu mélangé à Kafka, c'est à peu près ça, quoi. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut défendre effectivement une alimentation saine quand le sponsor principal des Jeux Olympiques, c'est Coca-Cola, quand même, hein. C'est pas nous qui avons fait les JO. C'est toute la problématique. Et moi, je me revois en réunion interministérielle en disant, mais attendez, puis même au Covid, pendant le Covid, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, on en a chié quand même. Nous, on vous nourrit. Donc, on vous nourrit alors que vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Donc, venez pas nous chercher des poux dans la tête. Et moi, je me retrouve en réunion en disant, vous nous nourrissez, oui, mais est-ce qu'on vous dit à un moment donné, fumer tue? Est-ce qu'on va réussir à un moment donné, ou est-ce qu'on va arriver à dire ce gros mot-là, ce produit-là, sa quantité journalière ou hebdomadaire, elle est de temps, parce qu'au-delà, c'est plus du plaisir, ça peut emmener à des problématiques. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'on est sur une ligne de crête. Et effectivement, il faut appeler un chat. Et il faut travailler avec l'agroalimentaire. Et il faut mettre des cadres. Moi, je veux des cadres, mais moi, je suis pas l'État. Moi, je suis Madame Michu. Il faut mettre des cadres parce qu'il faut protéger notre population. Il faut protéger notre système de santé. Nous, on connaît un professeur en médecine qui fait des pieds et des mains, qui a réussi à continuer à bosser parce qu'il veut bosser. On a besoin de vous. Et là, c'est Madame Joly qui vous le dit. On a cruellement besoin de vous. Et on a cruellement besoin de tout le monde. Il n'y a pas de petite action. Il n'y a pas de « je suis dans mon coin, je ne peux rien faire ». C'est faux. Il faut de la volonté. Et quand on a de la volonté, je suis désolée, on réussit à soulever des montagnes. Merci. Les gens qui veulent bien travailler, il y en a plein. Et c'est ceux-là qu'il faut récompenser, en fait. Aussi, tout à fait. Merci Madame Michu-Joly. merci à tous les 3. Et Anne-Sophie, vous avez parlé de prévention, justement, ça va être le sujet de notre table ronde suivante.